Et j'ai été voir mon père en lui disant, bon, écoute, je voudrais travailler pour moi. Il m'a dit, la première des choses, il faudrait que Travail pour les. tu travailles pour les autres avant de travailler pour toi. Je rebondis sur ça parce que tout le monde, tous les gens qui sont salariés, qui veulent passer à l'entreprise, créer leur entreprise, c'est à quel moment on se dit, ça y est, c'est le moment de passer à mon propre business. Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est une question d'entourage? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui est salarié, qui est plus ou moins dans une situation stable, pour changer et aller dans une entreprise, dans une aventure inconnue? Alors, et du jour au lendemain, je me suis retourné vers mon épouse et je lui ai dit, bon, écoute, tu sais quoi? Tu vas assurer pendant 6 mois, 1 an peut-être, peut-être 2, heu, tout ce qui concerne la maison et moi, je vais me laisser me démerder tout seul. Elle m'a dit: «Bon, d'accord». Et très bonne question et je dirais tout d'abord, il faut travailler dur, très dur. Si je te raconte que C'est ce que je veux la que tu me première racontes. la première année ou les premières années, les 2 ou 3 premières années, ça a été pas de samedi, pas de dimanche. ML, Mmh mh. on m'a dit, sans ML, Dicapa n'existerait pas. Non, alhamdoulilah, Allah yardi alayhom, sincèrement, je suis très fier d'eux. Je suis très content, de mes enfants, de leur mère qui les a bien élevés, bien éduqués, qui sont tous les 3 responsables, conscients de ce qu'ils ont entre les mains. C'est pas des ils 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 ont leur, bien sûr, leur confort minimum, heu et même un peu plus, mais ils bossent, ils travaillent, ils prennent leurs responsabilités en main. Avant d'enchaîner sur Dicapa, il y a un point quand j'ai parlé à certaines personnes qui te connaissent, Mmh mh. ils m'ont dit de te poser la question: «Quelle est ta relation avec le pays des kangourous, avec l'Australie?» Ah! Apparemment, c'est une confidence que tu vas me faire. Je sais pas, très peu de gens savent. Tu vois, j'ai bien fait mes devoirs. Bonjour et bienvenue sur le podcast Ind Angling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mohamed Ali Mchiche Alami, un nom qui est assez lent, mais j'espère qu'il porte en lui beaucoup de signification. Ali Marhababik, Allah يبارك c'est فيك, un plaisir de merci te Tarek. recevoir. Merci pour cette invitation. Alors, tu es un acteur incontournable de l'industrie de l'impression. Avant toute chose, présente-toi et dis-nous qui est Ali. Alors, Ali Mohamed Ali Mchiche Alami, donc actuellement président du groupe Imma Holding. Donc Imma Holding regroupe, 5, sociétés. Mais avant. Là, tu es en train de brûler les étapes. Moi, ce que je veux savoir, qui est Ali? On n'est pas encore arrivé à ton statut. Moi, je veux savoir, Ali, comment il a atterri dans l'impression? Comment il atterrit Alors là où il est maintenant? Ta formation? alors, bien sûr, après avoir, eu un bac, économique, j'ai fait des études, en gestion et ensuite, en expertise comptable, mais je n'ai pas terminé. Donc, une fois que je suis rentré, j'ai travaillé au départ à la Banque populaire. J'ai été affecté en tant que creditman à l'époque, à la Banque populaire, mais par la suite, j'ai vu que mes évolutions n'étaient pas celles que en fonction de mes Espéré. attentes. D'accord. Donc j'ai dû, quitter suite à une proposition de la Papelera de Tétouan, qui était une usine de papier et ça je parle, des années 84. D'accord. Donc, en avril 84, j'ai atterri chez Papelera de Tétouan dans le département financier. Donc, Et qui n'avait rien à voir avec le papier. Mais comme c'était l'usine des est une chiffres. usine de papier, donc j'étais très intéressé par le papier et je me suis un peu impliqué, involontairement dans le commercial. D'accord. Donc, à ce moment-là, il y avait le directeur général, qui était Albert Cassar, étant donné que la boîte appartenait à des Espagnols à l'époque. Le président était Enrique Benet et Albert Cassar, le directeur général,
m'a appelé dans son bureau en me disant, bon, écoute, tu sais, je te vois mieux dans le département commercial. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser au papier. Et à ce moment-là, j'ai évolué dans ce domaine. J'ai commencé à vraiment toucher le papier, à avoir un portefeuille client, avoir des industriels dans le papier. Et j'étais vraiment axé dans des industriels d'emballage. Donc, D'accord. j'avais comme client à l'époque, c'était beaucoup plus dans le craft. Donc, tout ce qui était craft blanchi, craft écru, pour les sucreries, pour les industriels, la Cosumar, par exemple, la Suta, la Sunabel, etc. Et j'avais comme client aussi euh, l'ONTS aussi, pour tout ce qui était à l'époque. Et il y avait une machine qu'on avait appelée machine à LMI, parce que je la remplissais, j'étais le seul à remplir cette machine. D'accord. Donc depuis, je me Elle suis faisait quoi comme intéressé. produit? Alors c'était du craft, hein, c'était D'accord. spécifique au craft, mais je touchais aussi aux autres produits, parce que j'avais quand même un portefeuille qui était quand même assez large, avec d'autres clients qui étaient dans le papier, je dirais, impression-écriture, et tout ce qui concernait la papeterie aussi, tout ce qui était A4 et tout ce qui s'en suivait. Et par la suite, après 7 ans passés avec eux, je me trouvais un peu mal à l'aise à ce moment-là, et j'ai essayé de chercher un nouveau job, et j'ai été appelé par Pricewaterhouse. Ils D'accord. m'avaient appelé Retour à la source des chiffres? en me disant, écoutez, on a un poste pour vous en tant que chef département chez BASF Maroc, BASF D'accord. multinationale allemande. Et c'est un poste à évolution, etc. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas. Donc j'étais à BASF. Alors le directeur général de BASF était un Allemand. Alors il m'a pris sous sa coupe, physique-chimie. Je n'y connaissais rien. Donc j'ai commencé à apprendre ce que c'était que la physique et la chimie. Et par la suite, j'avais comme client, et on m'avait confié un produit qui était très intéressant, c'était le titane. Le titane et les colorants. Alors, le titane et le colorant, c'est des produits qui sont vraiment très utilisés par le domaine du papier. C'est-à-dire la couche du papier était restée Voilà. collée. Alors, alors que j'ai eu comme client la Papelera Téton, en dehors de la CMCP à l'époque, et Papelera et GPC qui démarrait un peu, quelques clients qui utilisaient pas mal de titane et de colorants et d'adjuvants aussi, parce qu'il fallait les liants pour coller le papier, etc. Et donc, Papelera Tétouan, je suis retourné chez la Papelera En tant Tétouan que en tant que fournisseur. fournisseur. Donc, j'ai appris un peu les bases beaucoup plus détaillées du papier, avec les spécifications en elles-mêmes, Chimique et technique. chimiques et techniques. Et par la suite, pendant 8 mois, j'ai travaillé à la BASF, et j'ai eu un appel d'Aiglemer en me disant, le directeur général d'Aiglemer à l'époque, c'était Midoki, il m'a dit, dites-moi, mais qu'est-ce que vous faites dans le produit chimique? Il faut venir travailler dans le papier. Alors j'ai été le voir, il me propose un poste donc à la direction commerciale d'Aiglemer. Et c'est là où j'ai appris à connaître un autre volet du marché. C'est-à-dire, j'étais en amont, j'étais en aval, je commençais à être en amont. Donc, je commence à connaître aussi bien les clients utilisateurs du papier, c'est-à-dire les imprimeurs, les papeteries, avoir plus de détails dans la production, à quoi était utilisé le papier en lui-même. Donc, c'est là où j'ai commencé à connaître un peu plus d'autres secteurs d'activité qui étaient l'imprimerie détaillée, si on veut dire. Donc, il y avait les couchers, il y avait les blancs, il y avait tous les types de papier qu'un imprimeur pouvait utiliser. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans le papier. Je suis resté 2 années chez Aiglemer. Et ensuite, je me suis dit, bon, est-ce que je vais continuer à travailler en tant qu'employé dans une société
D'autant plus que commençais à ne plus me sentir aussi à l'aise. Alors, Et je rebondis sur ça parce que tout le monde, tous les gens qui sont salariés, qui veulent passer à l'entreprise, créer leur entreprise, c'est à quel moment on se dit, ça y est, c'est le moment de passer à mon propre business. Est-ce que c'est une question de salaire? Est-ce que c'est une question d'entourage? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui est salarié, qui est plus ou moins dans une situation stable, pour changer et aller dans une entreprise, dans une aventure inconnue? alors, pour ne rien te cacher, lorsque j'étais étudiant, déjà, j'avais comme idée de m'installer, c'est-à-dire d'avoir ma propre activité et travailler pour moi-même. Heu, lorsque je suis rentré de France, heu, la première des choses, j'avais beaucoup d'idées dans la tête et les idées qui m'avaient le plus, attiré, c'était tout ce qui était communication et publicité et à ce moment-là, j'avais déjà travaillé dans une société de communication et de publicité en France pour arrondir les mois. Et quand je suis rentré, je me suis dit: «Bon, il y a quelque chose à faire au Maroc, donc il faut que je fasse quelque chose pour moi». Et j'ai été voir, mon père en lui disant: «Bon, écoute, je voudrais travailler pour moi». Il m'a dit: «La première des choses, il faudrait que tu Travail t'en pour les tu travailles pour les autres avant de travailler pour toi». Et je lui ai dit: «Bon d'accord, je vais essayer de trouver un boulot». Et j'ai postulé pour Shems, à l'époque. D'accord. Mais je n'ai pas été retenu, je n'ai jamais eu de réponse. Étant donné que tu as une formation économique, je ne vois pas Shems Voilà, accepter quelqu'un qui n'est financière et qui n'a financière rien qui à vient voir. ça. Mais j'avais beaucoup d'idées, c'est-à-dire pour moi, c'était quelque chose de vraiment très intéressant. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas. Mais l'idée est restée de me dire toujours, il faut que je crée ma propre boîte. Il faut que je crée ma propre boîte. Bon, après, avec les années, c'est-à-dire au bout de 84 à 93, ou fin 93, parce que j'ai créé ma Dicapa en 94, avril 94, donc ça fait maintenant 32 ans. D'accord. Donc ça passe vite, le temps passe vite. Et lorsque je devais créer ma boîte, c'était tout simplement que là où j'étais, je me sentais plus dans un confort, pas le confort, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait et que je ne pouvais pas continuer à y progresser. Il y avait plus de challenge, plus ou moins? C'est-à-dire qu'il y a pas mal de facteurs qui font que les orientations changent. Euh, il y avait le fait que, je vais rentrer un peu dans le détail, il y avait les fils de Znebar qui étaient arrivés. Et donc, il y avait, avec la direction générale qui était Mloki, qui est leur beau-frère, donc il y avait quand même une certaine friction entre un ensemble D'intervenants. de directeurs qui font qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Et donc, il fallait que je me prenne une décision définitive. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je crée ma boîte, ça y est. D'accord. Et je me suis lancé. 93, création de Donc, Dicapa. 94, j'ai commencé en 93 à préparer mes dossiers. Bien sûr, à l'époque, il y avait Crédit Jeune Promoteur. D'accord. Donc, Crédit Jeune Promoteur, je me suis dit, bon, il faut que je me lance. J'avais déjà, en quelque sorte, préparé. En 93, j'avais acheté un local commercial à Hay Mohammadi, 200 mètres carrés. Et je me suis dit, bon, il faut que je me lance là-dedans, on ne sait jamais. Au lieu d'acheter un appartement, j'ai acheté un local. D'accord. C'est-à-dire, il fallait. Tu étais marié à ce moment-là? J'étais marié, j'avais déjà 2 enfants. D'accord. Mehdi était né, Mamoun était né aussi. Est-ce que ça pèse pas Donc, quand on prend... j'étais à l'époque avec Aiglemer sur un salaire très, très confortable, avec une voiture de service, avec des indemnités de déplacement, donc qui me permettaient de vivre vraiment à l'aise. Et du jour au lendemain, je me suis retourné vers mon épouse et je lui ai dit, bon, écoute, tu sais quoi, tu vas assurer pendant 6 mois, 1 an peut-être 2, tout ce qui concerne la maison
et moi, je vais me laisser me démerder tout seul. Elle m'a dit, bon, d'accord. Et c'est là où j'ai lancé mon activité. Donc, j'ai pris le crédit jeune promoteur. C'était à l'époque un crédit jeune promoteur qui était de 1 million de dirhams, mais avec un apport de 100 000 dirhams, 10%. Donc, j'avais les 100 000 dirhams. Et j'ai créé, c'est-à-dire j'ai fait un business plan avec une manière de pouvoir avoir plus que le 1 million de dirhams. Et c'est comme ça que j'ai démarré. Et en avril 1994, l'activité a démarré par du tout venant. C'est-à-dire, ce n'était pas seulement du papier, c'était de l'imprimerie, c'était faire de la consultation, essayer de trouver des moyens, de la papeterie. Tout était, c'est-à-dire, je prenais n'importe quelle commande, n'importe quel travaux, n'importe quelle revente, et c'est comme ça que j'ai démarré. Donc, et j'ai eu des occasions qui se sont présentées, qui m'ont permis de... Bon, bien sûr, la relation avec mes anciens patrons était excellente. Donc, je suis toujours sorti avec de très bonnes relations. Et donc, au retour vers eux, pour me donner un coup de main, ils n'ont pas fermé la porte. Et donc, Papelera Téton a été mon fournisseur de papier. Aiglemer a été mon fournisseur aussi de fourniture et de papier aussi. Et donc, ça m'a permis d'avoir des accès faciles. Et par la suite, avec mes relations à l'étranger en tant que responsable dans l'activité d'Aiglemer, avec les relations fournisseurs étrangers, donc étant donné que c'était moi qui faisais les achats aussi, donc ça m'a permis d'avoir des relations très, très facilement. Mais ce point de rester avec ses anciens patrons en bonne relation, je pense que beaucoup de jeunes et beaucoup de gens ne le prennent pas en considération. C'est que c'est pas parce qu'on a quitté un boulot qu'on ne doit pas rester en bons termes chez qui on a travaillé. Parce que beaucoup de gens, une fois qu'ils passent au stade d'entrepreneur et qu'ils créent leur boîte, ils deviennent plus ou moins concurrents avec leur ancien patron, alors que c'est pas le but. Alors, pour te donner une information, lorsque j'ai décidé de quitter Papelera Téton, j'ai donné un préavis de 2 mois. Pendant les 2 mois, j'ai fait ma passation, mais en même temps, j'ai essayé de garder comme si j'étais encore à la Papelera Téton jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire de continuer la relation avec les clients, de continuer les recouvrements, de continuer à être le plus correct possible. Et c'est comme ça qu'on garde quand même une excellente relation. Avec Aiglemer, ça a été la même chose. Même Loki, quand Sim Loki, il m'avait appelé en me disant, écoute, d'abord, قطعتي الواد ونشفوا رجليك. قلت له هي قال لي هو كنتي تعيط عليا. قلت له انا كنعيط عليك دابا ما كاين حتى شي مشكل احتاجيتك جي بوزون دو بابي اكسيتيرا. Il m'a dit شوف محلك هذا. C'est ce qui est formidable dans une relation entre personnes matures, c'est que indépendamment, même si vous êtes concurrents d'une certaine manière, mais la relation reste sur du long terme. Exact. Alors, de 200 mètres carrés à 20 000 mètres carrés maintenant on est à Dicapa à 32 000 mètres carrés couverts. Alors, ce gap, comment on l'atteint? Très bonne question. Et je dirais tout d'abord, il faut travailler dur, très dur. Si je te raconte que... C'est ce que je veux que tu me racontes. La première année, ou les premières années, les 2 ou 3 premières années, ça a été pas de samedi, pas de dimanche. Ça a été 6h du matin, 9h du matin, 9h du soir. D'accord. Ça a été travailler même le soir à la maison. Ça a été d'avoir une conscience et de respecter ses engagements, d'avoir une bonne relation aussi bien avec ses partenaires fournisseurs et une image qu'il faut garder même avec ses clients et ses banques. Parce qu'aujourd'hui,
Si j'arrive à ce stade, c'est parce que j'ai eu la confiance de tous ces gens-là. C'est ces gens-là qui m'ont permis d'atteindre ce niveau et je les remercie parce qu'ils m'ont fait confiance et par cette confiance, on arrive quand même. On peut atteindre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ses lauriers. Il faut bosser, hein, on n'a rien sans rien. Il faut trimer. Bien sûr, aujourd'hui, après 32 ans d'activité à DICAPA, je n'ai pas les mêmes rythmes. À 66 ans, on n'est pas... Il y a, bon, il n'y a pas que DICAPA parce qu'on a d'autres activités, mais bon, on n'a pas la même force. D'accord. Donc, on travaille, on continue à bosser. Je suis toujours présent à partir de... Bien sûr, avant, je partais au bureau à 6 heures du matin. Après, ça a été 8 heures. Ça a été toujours 8h30 au maximum, jusqu'à il y a une dizaine d'années, depuis que mes enfants ont rejoint les activités. Donc, aujourd'hui, je peux me permettre, je dirais, d'aller au bureau à 9h, 9h30, 10h, peut-être ne pas y aller un matin. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est surtout le golf. C'est ta passion pour le golf qui te pousse à venir en retard. Oui, mais aujourd'hui, bon, de moins en moins. Aujourd'hui, on a besoin de faire d'autres activités sportives, de renforcement musculaire, un peu d'étirement, un peu de kiné, le matin de bonne heure, donc qui me permet d'être en forme le matin pour démarrer mes journées. Voilà. D'accord. Mais avant d'enchaîner sur DICAPA, il y a un point quand j'ai parlé à certaines personnes qui te connaissent, ils m'ont dit de te poser la question, quelle est ta relation avec le pays des kangourous, avec l'Australie? Ah, Apparemment, c'est une confidence que tu vas me faire. je sais pas. Très peu de gens savent. Tu vois, j'ai bien fait mes devoirs. C'est-à-dire que lorsque j'étais déjà au lycée, je me voyais partir en Australie vivre. Pourquoi en Australie? Je ne sais pas. J'ai vu des documentaires à l'époque, j'ai lu quelques pages et quelques documents sur l'Australie. Et comme c'est un pays aussi merveilleux qu'il soit, je me voyais vivre là-bas en Australie. Et chaque fois, je répétais, après mes études, je me disais, bon, il faut que j'aille vivre en Australie. Une fois que j'ai démarré à travailler ici, je disais, il faut que j'aille vivre, mais je n'ai jamais été en Australie à aujourd'hui. ça, c'est le comble. J'imagine qu'au moins une visite en Australie s'impose. Oui, probablement un jour. Inch'Allah. Alors, DICAPA, qu'est-ce qu'elle représente sur le marché? On m'a dit un chiffre de 25% plus ou moins de part de marché. DICAPA, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est tellement diversifiée aujourd'hui que dans chaque, je dirais, filière, elle représente un volume important. Donc, si on part dans l'impression-écriture, peut-être qu'elle représente allez, 25, 26%, 27%. Si on part dans l'emballage, craft, elle représente peut-être du 7-8%. Si on part dans la partie hygiène, parce qu'on fait du papier d'hygiène aussi, de papier tissu, tout ce qui est papier toilette, essuie-mains, essuie-tout, etc., elle représente peut-être 15%. Si on parle de carton GC, GD, on représente aussi une part non négligeable. Aujourd'hui, on doit être à 10, 12, peut-être 13%. Si on parle, on est aussi dans la signalétique qu'on a démarré dernièrement. Quand on parle de papier A4, c'est-à-dire dans tout ce qui est papier bureautique, etc., on représente peut-être 40 ou 50%. D'accord. Donc, mais il y a une question qui intrigue beaucoup les industriels du secteur, c'est que DICAPA a investi en amont et pas en aval. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'attendaient un jour que DICAPA devienne un fabricant de matières premières. Oui.
Pourquoi cet investissement en aval et pas en amont? Alors, en amont, je ne cache pas que, ayant déjà travaillé dans une usine de papier et connaissant la complexité d'une usine de papier et tout ce que ça peut représenter aussi comme investissement financier, je ne me voyais pas dans la capacité de réaliser ce genre de projet. Je n'ai pas ni les moyens, ni la force, ni la technicité, ni engager mes enfants dans une industrie aussi complexe. D'accord. Alors, en aval, il s'agit d'une transformation. Donc, ça reste dans les moyens. Et la réflexion initiale, d'abord, pour ne pas cacher, nous avions une société, nous l'avons toujours, une société dans la distribution, dans tout ce qui est distribution sportive. Donc, tous les articles de sport, c'est-à-dire vêtements, chaussures, équipements, etc. Et qui s'appelait à l'époque Sport Plus. Alors, c'est ça, parce qu'on m'a posé, comme on dit, Ali, il avait Sport Plus. Je me suis dit, d'accord, un parcours d'économie, en économie, passage au papier, je peux comprendre, mais passer à Sport Plus, qui est quand même une marque qui était très connue, c'est quoi le... Donc là aussi, c'est un concours de circonstances. En 98, j'étais associé avec trois personnes, j'étais le quatrième, et ils voulaient créer une société et qui s'appelait AM Distribution, c'est Abouresque, Chiche Alami, Distribution, qui était dans la distribution d'articles de sport. Donc j'étais associé à 25%. Et par la suite, ils ont pris leur élan et je me suis retiré, j'ai vendu mes parts. D'accord. Et mes 25%, je les ai vendus à un de mes autres frères qui était actionnaire aussi à 25%. Et ce qui fait que mon autre frère qui était à 25% avait racheté les parts de Abourès, qui est le patron de Planète Sport. Et il avait créé Sport Plus. Et un concours de circonstances ont fait que mes deux frères ne s'entendaient pas. Et j'ai dû racheter leurs parts. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec Sport Plus. Donc, et à un moment donné, on était avec 16 magasins, 15 magasins. Et à ce moment-là, il y avait Mamoun qui était rentré. C'est mon fils cadet, qui est aujourd'hui 34 ans. Bien sûr marié avec 2 enfants aussi. Et Mamoun est venu me voir en me disant « Bon, où c'est que je vais bosser ?» Je lui ai dit « Bon, tu vas rentrer à Dicapa. » Je lui ai dit « D'accord. » Donc, il rentre à Dicapa, il commence à travailler. Et il commence en tant que contrôleur de gestion. Tout en lui disant « Bon, écoute, tu sais, contrôleur de gestion, tu vas avoir du boulot, oui, mais tu auras suffisamment de temps pour faire des projets, pour essayer de trouver autre chose. » Il a fait l'étude de gobelets, il a fait l'étude des plats, des plateaux, il a fait l'étude des barquettes, il a fait un tas d'études. Et à chaque fois, et l'étude, même pour le cahier scolaire, il avait fait le business plan pour le cahier scolaire à l'époque. Je parle de ça, c'était en 2015. Ah, 2015, d'accord. 2014, 2015, et il venait de rentrer lui aussi, après ses études. Et il m'a dit, bon, écoute, 2013, je pense. Il m'a dit, bon, écoute, 3 mois après, il m'a dit, dis-moi, est-ce que moi je vais rester? Il m'a dit en haut. Son frère aîné. Voilà, son frère aîné, qui aujourd'hui, c'est le directeur général de Dicapa. Je lui ai dit, bon, pourquoi? Il m'a dit, moi, si c'est comme ça, moi, je m'en vais, je vais aller à Sport Plus. Très bien. Et donc, c'est là où il va chez Sport Plus. Et par la suite, bon, en 2016, il y a eu c'est-à-dire il y a eu la substitution du plastique, la loi sur la substitution de zéro mica. Et je lui dis, bon, écoute, ça serait intéressant que tu voies le sac papier. Ça doit être quelque chose d'intéressant. Si tu veux, on peut essayer de développer quelque chose.
Alors, avec un ami à Mehdi, c'est Mohamed Jader, je leur ai dit, bon, écoutez, venez voir, commencez, et vous allez voir, peut-être c'est très intéressant. Je l'ai fait en 2016, non seulement parce qu'il y avait une opportunité, mais en même temps, je savais pertinemment que le papier, impression-écriture, était en chute. Tout ce qui était communication était en chute. Le papier, la digitalisation faisait qu'il y aurait des baisses en termes de la preuve aujourd'hui. Tous ceux qui sont dans l'impression ou qui étaient dans la communication se sont orientés vers le packaging ou le craft, etc. D'accord. Donc, c'est là où j'ai eu l'occasion. Et il me dit, bon, écoute, si tu veux, essaye de trouver quelqu'un pour te racheter Sport Plus, parce que ça ne marche pas. C'est-à-dire, finalement, c'est lui qui a découvert le rose. Voilà. Alors, à ce moment-là, j'avais lancé à travers une association des retailers, comme quoi j'étais intéressé par céder Sport Plus. Et c'est tombé dans l'oreille du groupe Adidas International. Il m'a approché en me disant, bon, écoutez, nous sommes intéressés par vos magasins. Et c'est là où j'ai cédé. Quelle leçon de Sport Plus, de l'expérience Sport Plus? Positif ou négatif? Alors, pour t'informer, mon objectif était toujours de trouver quand même un acheteur un jour ou l'autre pour Sport Plus. Pourquoi? Parce que au départ, c'était la faire grandir et trouver une synergie pour maintenir des coûts les plus bas et se positionner dans les meilleurs emplacements. D'accord. Et pouvoir vendre facilement une activité. Je ne me suis pas beaucoup impliqué. Disons, un business de transition tout simplement, c'est une opportunité qui est tombée. D'accord. Elle marche, tant mieux, mais il faut dire que j'ai beaucoup investi financièrement. Très peu de manière opérationnelle, beaucoup je dirais, en développement. Et c'est une activité qui a été prise à haut niveau par une marque, une grande marque internationale, qui est la deuxième mondiale aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, le groupe maintenant est, disons, géré par Ima Holding. Exact. Tu nous parlais un petit peu. Je pense que tu as 3 enfants. Alors, ils sont tous les 3 dans Ima Holding? Alors, Ima Holding, oui. Effectivement, en 2015, on me parlait beaucoup de holding. Et en 2015, j'avais déjà Sport Plus, j'avais Dicapa, j'avais une autre activité qui était DINAP. Et j'avais une société qui était DINAP, c'est Côte d'Ivoire. Mehdi, quand il est rentré, il a créé une société en Côte d'Ivoire. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi aujourd'hui, étant donné que toutes les activités ont été mises à niveau et mises à jour, quand je parle de mise à niveau, c'est-à-dire que toutes les infrastructures en elles-mêmes ont été stabilisées, tout ce qui est structure opérationnelle, structure financière, etc., ont été mises en place. Toute la partie fiscale a été mise en place. Donc, pourquoi ne pas se lancer dans une holding? Et c'est là où j'ai créé la holding et qui nous permettrait d'avoir des synergies. Donc, ça nous a permis d'avoir de la synergie en termes de ressources humaines. C'est Ima Holding qui gère les ressources humaines de toutes les boîtes. C'est Ima Holding qui gère tout ce qui est contrôle de gestion de toutes les boîtes. C'est Ima Holding qui gère la partie informatique, c'est-à-dire SI, un système d'information.
Imma Holding aussi gère la partie financière et comptable. D'accord. Donc, tout est géré à partir de Imma Holding. Bien sûr, les actionnaires de Imma Holding, bien sûr, c'est là où tu veux en venir. Mes 3 enfants sont actionnaires et mon épouse aussi. Alors, Imma veut dire Smaïl, c'est mon fils le plus jeune. Mamoun, le cadet, Mehdi, et Mohamed Ali, c'est moi-même. Et à la fin, c'est Amel, qui est mon épouse, qui est le directeur financier. Alors, je vais rebondir, même si ça allait être une de mes dernières questions. Amel, on m'a dit, sans Amel, DICAPA n'existerait pas. Et je dirais oui. Je dirais oui. C'est sûr qu'elle va voir le podcast. Je dirais oui parce que dans un premier temps, elle m'a supporté pendant 1 an ou 2, le temps de commencer à gagner un peu d'argent. Et de 3, c'est qu'elle a toujours été en appui pour tout ce qui était comptable pour la société depuis le départ. C'est-à-dire, c'est elle qui faisait toute la comptabilité, c'est elle qui s'occupait de la partie financière. Et par la suite, une fois qu'elle a quitté son poste de directeur financier dans une compagnie d'assurance, elle a intégré DICAPA. D'accord. Et depuis, elle travaille, oui. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette configuration où leur épouse travaille avec eux, une femme à la maison, la même personne à la maison et au bureau. Qu'est-ce que ça fait? Alors, comment faire la séparation entre les 2 univers? Alors, pour te donner une information, mon épouse n'a jamais été avec moi dans un même bureau. D'accord. Elle n'a jamais été avec moi sur le même site. Elle a toujours été dans un site différent. Donc, on ne se voyait pas. Ça, c'est pas mal. Donc, annonce à tous ceux qui ont leur épouse avec eux de séparer les 2 entités pour pouvoir être gérés. Elle n'a jamais été, je ne l'ai jamais vue avec moi dans un bureau, sauf s'il y a des réunions spécifiques. D'accord. Donc, bien sûr, on a tenu des réunions plusieurs fois, surtout en termes financiers, tout ce qui concerne soit la partie échéancier fournisseur ou soit la préparation de lignes de fonctionnement ou d'investissement. D'accord. Maintenant, vous êtes plus ou moins 5 dans le conseil d'administration. Exact. Comment une décision, comment elle est prise? Est-ce que tu as toujours ton mot à dire? C'est toi qui décides et ils exécutent? Ou bien une décision est étudiée Alors, je ne cache à part égale? Je ne cache pas qu'aujourd'hui, je n'ai plus le droit de prendre des décisions tout seul. Et je ne les prendrai pas. Je préfère partager toute décision. Bien sûr, je propose et c'est avec eux que les choses se font. C'est-à-dire que si je dois faire des investissements, ils sont mis au courant, ils peuvent me donner leur avis contre, mais en général, sincèrement, je n'ai jamais eu d'avis contre. Mais ils peuvent aussi venir avec des avis en termes d'investissement aussi. Et donc, si c'est faisable, si c'est plausible, etc., je ne m'y oppose pas. Le choix qu'ils intègrent le groupe, est-ce que c'est un choix personnel à chacun d'eux ou c'est une décision de père de famille, il faut que les enfants rejoignent le groupe? Je dirais que non, parce que Mehdi a grandi dans DICAPA. Dans les 200 mètres carrés? Il était encore jeune? Il était encore trop jeune pour 200 mètres carrés, mais Mehdi, aujourd'hui, il a 37 ans, bientôt 38. Donc, ça va vite. Il a grandi, bien sûr, il a visité la Drupa à l'époque, qui est aujourd'hui encore la référence dans l'art graphique et dans les investissements de transformation, dans tout ce qui est matériel de transformation. Il a toujours été impliqué. Il a toujours été intéressé par ce métier.
Et lorsqu'il a terminé ses études, les premiers stages qu'il a effectués, il les a effectués dans des usines de papier. Ismaïl et Mamoun. Mamoun, non. Mamoun n'a jamais été intéressé par le papier. C'est un sportif né. Il a toujours voulu faire le sport. Et bon, moi, j'ai pas voulu. Là, oui. Je n'ai pas voulu qu'il fasse sport-études. Mais une fois qu'il a fait ses études, il a intégré DICAPA et par la suite, il est reparti dans le sport. Donc, il a réintégré le sport pour se retrouver aujourd'hui dans le papier, dans l'emballage, donc dans le sac en papier. Et il se plaît, il se développe, il s'épanouit. Et Ismaïl, bien sûr, une opportunité, je dirais, encore en cas de concours de circonstances, parce que ça n'a jamais été dans mes prévisions de racheter une boîte dans l'imprimerie. Oui. C'est un ami à qui a appartenu cette imprimerie, Allah yarhamou. C'est un grand homme, quelqu'un que j'aimais beaucoup. On avait des rapports très, très, très intimes, je dirais, tellement qu'on était proches, qu'on se racontait des choses ensemble, malgré le différentiel d'âge. Hein. Mais je pense qu'à partir d'un certain âge, il n'y a plus d'âge. Tout à fait. D'accord. On me dit, bon, il faut que tu reprennes l'affaire. Nous, on n'est pas intéressés. Et lui, il disait, il faut que ce soit fait rapidement. Il ne faut pas qu'il y ait une cassure. Vrai, parce qu'il faut dire, HDIR, c'est quand même une des plus grandes boîtes. Les clients doivent avoir une continuité, le personnel doit avoir la continuité, etc. Il fallait être très rapide, très réactif. Et j'ai fait des concessions et j'ai dit, allez, on y va. C'est vrai, c'est un des problèmes de la plupart des entreprises familiales, c'est qu'une fois le fondateur, la transmission, elle est quand même assez difficile. Voilà. Et c'est pour cela, je voudrais savoir, toi, avec tes enfants, comment tu leur transmets cette énergie ou ce challenge de 200 mètres carrés à 32 000 mètres carrés? C'est un héritage qu'il faut transmettre, mais il faut savoir le transmettre, la problématique et comment le transmettre. On a tendance, les enfants n'écoutent jamais ce que leur disent leurs parents. Non, alhamdoulilah, Allah yardi alayhom, sincèrement, je suis très fier d'eux. Je suis très content de mes enfants, de leur mère qui les a bien élevés, bien éduqués, qui sont tous les trois responsables, conscients de ce qu'ils ont entre les mains. C'est pas des... Ils ont bien sûr leur confort minimum, et même un peu plus, mais ils bossent, ils travaillent, ils prennent leurs responsabilités en main et ils savent qu'ils doivent défendre quelque chose qui leur appartient. Donc, je les ai laissés toujours travailler. Bien sûr, il y a des choses qui se passent où on est obligé d'essayer de réorienter. On travaille ensemble, on fait pas mal de réunions, je ne dirais pas quotidiennes, mais si ce n'est pas des réunions mensuelles, on fait des appels téléphoniques, c'est eux qui m'appellent, c'est eux qui me consultent, c'est moi qui les appelle, c'est moi qui consulte des fois. J'essaie de ne pas trop interférer dans leurs décisions pour qu'ils prennent leur expérience en eux-mêmes. Et ils sont actionnaires hein, dans IMA Holding. Donc, ils sont tous actionnaires. C'est-à-dire, ils touchent leurs dividendes, en fin de compte. D'accord. Tu es grand-père. Je suis grand-père de 5 enfants, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, quel message tu voudrais transmettre à tes petits-enfants? Pas à tes enfants, mais disons à tes petits-enfants. Moi, je préfère les transmettre à mes enfants. Parce que mes petits-enfants, ce n'est plus ma propriété, c'est la propriété de mes enfants. D'accord. Et c'est à eux d'éduquer leurs enfants. Ce n'est plus à moi de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Mais la première des choses, c'est de les éduquer. Les éduquer par d'abord la formation, les éduquer à la maison, leur donner
le sens de nos principales, je dirais, mœurs, d'accord? Le principe de respecter autrui et le principe d'être à la hauteur d'abord d'une responsabilité si on leur donne, si ils doivent la donner à leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils comptent sur les activités qu'ils ont pour faire grandir leurs enfants dans le temps. Mais supposons que tes petits-enfants regardent ce podcast dans 15 ans, 20 ans, si tu devais leur laisser un message gravé pour la continuité du groupe Moi, je dirais, ils ont intérêt à bosser. Non, tu leur parles directement. Ah. C'est comme si tu vas leur transmettre un message. En tous les cas... comment ils s'appellent, tes petits-enfants? Bon, mes petits-enfants, j'en ai 5, donc 2 garçons. Laït, Younes qui est l'aîné, bien sûr des enfants. Younes, Laït, Mia, Alia et Maria. Donc moi, ce que je leur dirais, c'est il faut bosser, il faut avoir des diplômes, et il ne faut pas compter que sur ce qui est acquis. C'est sans avoir ces diplômes, et des diplômes solides, qui peuvent intégrer, aussi bien comme je l'ai dit à Mehdi un jour, lorsque je l'avais accompagné la première année à Paris pour faire ses études, je lui ai dit, écoute, ici tu es là pour bosser. Et donc, pour bosser et avoir tes diplômes. Comme ça, le jour où tu viens intégrer DICAPA et que tu vois que tu ne t'entends pas avec moi ou que DICAPA ne t'intéresse pas, tu pourras me claquer la porte et aller travailler nulle part ailleurs. C'est-à-dire que tu pourras travailler dans tout autre endroit. Tu n'es plus lié à la famille. Tu peux travailler ailleurs. Alors, c'est la même chose. Je dirais la même chose à mes petits-enfants. Ali, je te remercie énormément pour cet échange. C'était vraiment très instructif de connaître un autre Ali que je n'ai pas l'habitude de connaître. Merci. Merci pour tous tes conseils. Je pense que beaucoup de gens vont s'inspirer de ton histoire et tout ce que tu as vécu. Et encore une fois, merci pour ta visite et pour ta présence. Merci Tarek. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode. Link and Link, le podcast de ceux qui écrivent l'histoire industrielle du Maroc et dont l'expérience crée un lien avec les générations futures.